parlais, je pensais à une phrase de Sartre qui disait, à l'époque de l'après-guerre, qui parlait de la collaboration. Et Sartre avait cette définition qui a fait date, hein. Je pense qu'on n'a pas défini mieux ce qu'était la collaboration, en expliquant que la collaboration était de l'ordre de ceux qui invoquent le critère du non-choix. On n'avait pas le choix. Et c'est lorsqu'on regarde même les... Pardon ? Ça m'intéresse beaucoup. Redites-moi un peu exactement ce qu'il disait. Alors, la définition est simple. Sartre disait qu'est-ce qu'un collaborateur, et il le disait avec provocation dans le contexte de l'époque. Il le disait évidemment pour ne pas brosser dans le sens du poil ceux qui avaient éventuellement quelque chose à se reprocher. Et il disait être collaborateur, c'est invoquer le fait qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas eu le choix. Invoquer le critère du non-choix. On n'avait pas le choix. Et par la même occasion, c'était aussi une manière de définir ce qu'est la résistance, puisqu'il s'agissait bien de mettre en perspective les deux, de tracer une frontière entre les deux, de surtout pas confondre les deux, de bien les séparer. Et évidemment, la résistance, par effet de logique, c'est qu'on a toujours le choix. On s'est trouvé les circonstances du choix, ou inventé les conditions du choix. C'est-à-dire que le résistant, par définition, ou la résistante, c'est celui ou celle qui sait, à l'instant T, créer des conditions de résistance au non-choix, qui conservent le choix. Je trouve qu'avec toutes les choses que vous avez expliquées, détaillées, diagnostiquées, même brièvement, un des enjeux sociaux aujourd'hui, moi je suis très sensible à ce que vous dites et les effets que ça peut avoir dans d'autres domaines dont vous n'avez pas parlé, mais qui en font partie, ça revient aussi à se dire aujourd'hui, mais quelles conditions permettent, des conditions micro ou macro, permettent de recréer une possibilité de choix. Je termine là-dessus avec un écho qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, mais je me rappelle avoir fait un séjour aux Philippines pour y travailler il y a quelques années, pays que je ne connaissais pas, et c'est un pays dont j'ai découvert en fait un pays avec un père, hein, là pour le coup c'est une longue tradition de pères autoritaires et de dictateurs tous plus menteurs, corrompus et pourris que les autres, et une société qui se construit dans le plus profond mépris de ses dirigeants. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une société civile qui permet à la société de ne pas basculer dans une guerre civile, ou dans un désastre absolu, et un État qui méprise tous les problèmes que cette société rencontre. Et dans cette organisation, c'était le petit bonheur de ce grand malheur que je sentais autour de moi, c'était de constater que dans des endroits extrêmement précaires, y compris du point de vue des moyens, les énergies de la société civile, les bonnes énergies, les énergies joyeuses de la société civile résistaient à ce rouleau compresseur d'indifférence qui pouvait leur coûter la vie. Hein. S'il n'y avait pas de point de résistance, c'est des gens qui n'avaient pas plus de valeur qu'un déchet dans le caniveau. Donc, en tout cas, merci de ce que vous dites sur le choix, parce que ça résonne beaucoup pour moi, parce que j'ai constaté depuis un petit temps que plusieurs patients en fait se trouvent dans l'incapacité de choisir. Mais on connaît ce choix, on connaissait cette difficulté de choisir pour le patient obsessionnel qui ne sait jamais, etc. Mais ici, c'est pas du même tabac. C'est vraiment comme si j'ai fait l'hypothèse qu'au fond,
on ne les avait pas contraints de choisir. Et donc, du coup, comme la contrainte de choix, ils en avaient été protégés, le choix pour eux devenait impossible. Parce que si vous n'êtes pas contraint de choisir, vous restez en permanence à hésiter en quelque sorte. Bon, c'est pas la même chose que l'hésitation construite de l'obsessionnel, c'est plutôt celui qui n'a pas à disposition dans son ressort. Alors c'est arrivé parce que ça a commencé comme ça, une patiente, tout récemment d'ailleurs, est venue encore me dire, mais elle est architecte, et elle me dit j'ai fait un burn-out dans mon premier travail d'architecte parce que j'étais coincé entre les entreprises et les commanditaires. Et il me dit, j'ai pas supporté, j'ai fait un burn-out, j'ai lâché. Et je me suis tout de suite dit, mais ça c'est quelque chose qui n'a pas été clairement, c'est-à-dire que c'est comme si la contrainte, parce qu'au fond, ce dont on ne veut pas prendre en mesure, parce qu'aujourd'hui c'est violent de faire ça, c'est que si un enfant ne sait pas choisir, il ne s'agit pas de choisir à sa place, mais il s'agit de lui transmettre qu'il va devoir choisir, et qu'il y a un choix à faire, donc une perte. Choisir, c'est perdre, évidemment. Voilà le problème. Et ben, aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a plusieurs patients qui ont certaines difficultés spécifiques et qui se retrouvent à l'intérieur d'eux-mêmes à tel point que quand ils sont obligés, parce que parfois on est obligé, mais à un âge qui n'a pas en soi, qui n'a plus en lui les ressorts de comment ça s'est joué tout petit, comme ça, et il se trouve complètement déboussolé. Hein. Et il se trouve très mis à mal, vraiment en grande angoisse, hein, parce qu'il ne sait pas comment faire avec ça. Il ne sait pas. Et donc, du coup, ça m'a dit, mais au fond, c'est féroce notre position, parce que nous sommes en train de faire tout le temps, on n'accepte pas qu'il y ait des contraintes, alors que la contrainte aiderait ces gens. Ça les aide, enfin en tout cas, comme parents à l'égard d'enfants, au moment de ça les aide beaucoup. Donc on est en train de produire toute une génération de gens qui vont avoir très difficile à assumer ce choix. Parce que simplement, on ne les aide pas, on ne les a pas aidés en les contraignant. Pas en contraignant à choisir ce que veut le père ou la mère, mais contraint à choisir. Oui, c'est... Enfin, il y a... Après, c'est très intéressant. Il y a vraiment cette question du déterminisme qui est posée derrière la dichotomie qu'on fait entre le non-choix et le choix. Et en fait, c'est un vieux problème qui se posait dans des termes différents à des époques antérieures, mais c'est un vieux problème de savoir dans quelle mesure on est submergé ou noyé ou en train de nager dans un flux déterministe duquel on échappe. Alors la question du genre aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle met en perspective ce type de choses. Ce qui est peut-être regrettable, c'est que c'est pas nourri de vraies choses. Artaud, par exemple, lui, la question des transgenres se posait pas du tout pour lui, mais avait une très belle formule, il appelait ça le génital. Et sa formule était pour dire « je suis le fils de mes propres œuvres ». Je suis et resterai le fils de mes propres œuvres. Je crois que la formule était « il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, je suis le fils de mes propres œuvres ». Simplement pour poser la question de savoir à quel moment on peut échapper au génital de la naissance aussi, et du genre. Alors c'était une piste, c'est des poètes qui lancent de la philosophie ou qui lancent la philosophie ailleurs, mais je trouvais que ça avait une pertinence aussi avec ce que vous disiez. Moi j'ai pensé au déterminisme et à son schéma. Moi de mon côté, j'ai remarqué quand même que ces phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui sont peut-être liés aussi à une culture latine. Il ne faut pas oublier que chez nous, on a tendance à dire tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Hein, si on ne vous a pas dit que quelque chose est autorisé, ça a été interdit, il y a beaucoup de gens qui disent je m'autorise, puisque voilà.
Alors que dans d'autres régions du monde, les gens disent tout ce qui n'est pas autorisé par principe est interdit. Et c'est complètement, la démarche est complètement différente. Je pense que c'est quand même important. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un peu spécifique à la culture latine. Enfin, on s'en rend compte même dans le milieu professionnel, puisqu'effectivement, les gens, des fois, s'autorisent à faire des choses parce qu'ils disent, mais c'est pas marqué dans le règlement intérieur que c'est interdit. Voilà. Et là, vous êtes obligé de ramer derrière pour expliquer. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de mai 68 comme étant peut-être aussi un point de départ à des changements fondamentaux on va dire, de comportement. C'est vrai que moi, parmi les formations que je dispensais, je faisais de la formation sur la qualité. Hein. En fait, je disais aux gens, la qualité, ce qu'on vous demande de faire, c'est de satisfaire justement à des exigences, puisque vous avez quand même justement devant vous les gens qui ont des exigences, les clients, voilà, et nous, on vous demande d'appliquer la qualité, de satisfaire à ces exigences, parce qu'en fait, les gens oubliaient qu'au départ, c'est quand même ce qu'on cherche quand même dans l'entreprise, c'est aussi de... Voilà. Et oui, donc je me dis, peut-être qu'on a mis en place justement toutes ces choses-là pour rappeler, parce qu'on s'est peut-être déjà rendu compte à un moment qu'il y avait des dérives, que tout un chacun faisait un peu n'importe quoi et oubliait quand même qu'il y a quand même un minimum de règles peut-être à mettre en place. Enfin, c'est ce que je pense. Oui. Mais rappelez-moi, comment vous dites, je n'ai jamais entendu ça, cette affaire de culture latine. Culture latine, moi, culture latine, on m'a toujours dit, de toute façon, chez nous, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ça. Alors que vous prenez, si vous allez par exemple dans les pays de l'Est et tout ça, il ne faut surtout pas vous amuser à faire quelque chose, justement, si quelque chose n'est pas autorisé, si on ne vous a pas écrit que c'était autorisé de le faire, on considère que par nature c'est interdit. Voilà. Chez nous, on a la démarche complètement inverse. C'est beaucoup plus facile. C'est intéressant. J'avais jamais pensé à ça, c'est intéressant. Ouais. Moi, je voulais vous poser la question des grands-parents. Ah oui. Où sont-ils En EHPAD, je veux bien, mais pas tous. C'est terrible. Hein. C'est les derniers qui disent qu'il faut dire bonjour, au revoir et merci. Hein. Ouais. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, oui, ça c'est vrai. Encore faut-il que soient là. Les parents, d'abord qu'ils soient là et qu'ils puissent l'être. Parce que parfois on voit les parents s'ériger en... Ah oui, c'est très net ça, les grands-parents. Si, je crois qu'il y a un travail de grands-parents à rappeler à tout ça, tout à fait. Mais il faut, qu'ils y soient, ce qui dans certains cas n'est pas le cas. Et deuxièmement, il faut aussi que les parents acceptent qu'il y ait encore cette place aux grands-parents, parce que c'est pas d'office vrai non plus. Attention. Et ce n'est plus... En fait, on n'est plus avec les différences générationnelles comme ça. Les générations sont, elles aussi, mises sur l'horizontalité. Donc, du coup, rappeler des choses négatives, comme le font parfois les grands-parents, avec beaucoup d'ailleurs parfois d'amabilité, de gentillesse, la question n'est pas là. Enfin, dire bonjour, au revoir, merci, c'est simple. Mais il n'y a plus que eux qui le soulignent. J'avais des trucs terribles là-dessus. Ma petite fille, une petite fille, elle a 2 ans. Alors, elle avait 2 ans et demi. Et c'est l'anniversaire de son frère. Il reçoit un cadeau, elle le lui chipe, et elle part avec le cadeau. Bon, alors le père intervient, très gentiment d'ailleurs, en disant écoute, Lucie, ça va pas, quoi. Donc c'est pas ça, tu demandes au moins à ton frère si tu peux l'utiliser, etc. Elle lui répond, mais j'ai quand même le droit. 2 ans et demi, hein. C'est quand même mon droit. Où est-ce qu'elle est allée? Elle ne sait même pas ce que c'est que le droit. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais si, elle pompe, et c'est pas chez les parents que ça se dit. Donc c'est vraiment comme... Les enfants sont très sensibles, je crois, à l'air du temps. Très sensibles. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, s'ils viennent dire au prof, vous n'avez pas le droit de me dire ça, ouais. ils vont la lui fermer, quoi. Mais ils cherchent la limite, ce faisant. Oui, mais le problème, c'est bien sûr, oui. Mais nous ne sommes plus en mesure, souvent, de la leur mettre. Je suis d'accord avec vous. Alors, moi, sur qui leur apprend à dire merci, bonjour et au revoir, sur 30 ans d'enseignement, je peux vous dire que les 5 ou 6 dernières années, tous les élèves me saluent quand ils rentrent dans la salle de cours.
et ils me disent au revoir madame quand ils sortent de la salle de cours. C'est nouveau. J'ai été longtemps en souffrance parce que ça ne se faisait plus. Ah, donc vous êtes... Ça revient. Ça revient. Ouais. Et le merci aussi. Merci madame, je l'ai quand je distribue des trucs, de plus en plus. Mais c'est vrai que poser les limites, moi il y a quelque chose qui m'intéresse sur les solutions qu'on peut apporter. Je trouve que ça demande un effort. C'est-à-dire que moi, ce métier, il me demande beaucoup plus d'efforts à l'heure actuelle qu'auparavant, parce que j'ai toujours enseigné à ce niveau-là, au niveau BTS, donc j'ai vu effectivement l'évolution. Avant, j'avais à peu près le même référent culturel que les jeunes que j'avais face à moi, donc c'était facile. Il n'y avait pas trop d'efforts à faire, de discipline, de choses comme ça. Les classes étaient moins nombreuses aussi, donc ça peut expliquer aussi certaines choses, mais là, je sens que ça demande un effort. Et effectivement, il y a beaucoup de collègues qui ont envie de lâcher, qui préfèrent mettre tout le monde au-dessus de 13 de moyenne, comme ça, on n'est pas emmerdé par personne, même si ça ne les vaut pas, mais c'est comme ça que ça se pratique. Hein. Je veux dire, Je suis bien d'accord. on donne le BTS à 98% et les inspecteurs nous demandent... Vous ne voulez pas changer vos notes, quoi, sur des évaluations. Oui, parce que si elles sont mauvaises, c'est de votre faute. Il faut atteindre un certain résultat. Donc ouais, et ça demande un effort, en fait. Ça demande un gros effort et je comprends que parfois, on n'ait pas envie de le fournir, mais je pense que la solution, elle est aussi dans l'effort. Éduquer, ça demande un effort. C'est pas facile. C'est difficile. L'effort, moi, je l'appelle courage. Hein. Courage, ouais, voir courage, ouais. La fin du courage, c'est aussi... C'est dur. Cette semaine, moi, j'ai sorti une élève qui m'a tenu tête, mais elle a parlé, c'était la fin de la journée, on avait 2 heures ensemble, elle n'arrêtait pas de parler, en plus il y a les masques, hein, on a tous les masques, à un moment c'est encore plus facile de parler dans le masque. Plusieurs fois, je lui ai dit, Florine, devant les autres, tu t'arrêtes, etc. Non, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis, elle m'a menée à bout. Et là, je sentais je me dis, qu'est-ce que je fais? J'arrête le cours, parfois j'arrête le cours, mais ça ne résout pas forcément le problème. Donc je me dis, c'est punir le collectif pour une qui... Et finalement, j'ai réussi à la sortir du cours, mais ça a été extrêmement difficile. Et après, il faut que je mette en place tout un processus d'encadrement, et celui-là qui va là, et on me demande un mot, et on me demande de remplir le mot qui justifie que je l'ai sorti de cours, et après, ça devient du gros délire, quoi. Mais voilà l'effort que ça demande. Et ces jours-là, quand ça arrive, on rentre chez soi, on se dit waouh. Et l'histoire n'est pas terminée parce que normalement, elle aurait dû me présenter ses excuses. Parce qu'après, je suis allée discuter avec le responsable du scolaire qui m'a dit, mais je dis, je sais pas, elle n'a pas envie d'être là. Ou... Il me dit non, c'est qu'elle est très bavarde. Enfin bon, et lui, il a bavardé avec elle aussi. Bon, et on en est resté là. Bon, je vais voir la semaine prochaine, elle est censée entrer dans mon cours en me présentant ses excuses. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que je les aurai ou pas, mais enfin, ça demande. Ouais, c'est. Elle a nié jusqu'au bout qu'elle parlait. Tout le monde était en témoin, mais non, c'était pas moi. Ça, pour moi, Elle m'a c'est la tenu suite. tête, mais... C'est le prolongement de ce qui se passe avec le Dingue. petit enfant et au début. Hein. Il a le pouvoir, quoi. Il a le pouvoir. Alors, si les deux ont le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Et j'avais la chance d'avoir une classe relativement disciplinée parce qu'il y en aurait 2-3 qui auraient pu dire mais madame, vous délirez, parce que ça arrive, hein. Madame, vous délirez, vous êtes en train de vous en prendre à elle, alors que non, elle ne parle pas, parce que ça arrive aussi. Hein. Et souvent. Ou des fois, on est obligé de recourir des fois à des subterfuges. Ouais. Et pour ma part, on parlait de limites dans l'enseignement, justement. Tout à l'heure, monsieur nous a dit, j'avais un appel, je me suis poliment écarté effectivement, ce qui est parce que j'estime normal. Mais moi, je vois des fois des jeunes stagiaires qui se disent, on a dit téléphone portable, c'est pour utiliser, quoi. Et pour ma part, j'étais obligé d'instaurer, quand je faisais mes formations, je disais aux gens, écoutez, on va faire une règle, téléphone qui sonne, croissant tu donnes. C'est-à-dire que si votre téléphone sonne, demain, vous ramenez les croissants à tout le monde. Tout le monde, oui, ça c'est super. En fait, vous êtes obligé d'en passer par là pour ne pas avoir un téléphone qui sonne de manière intempestive tous les 4 matins. Et ce qui fait que du coup, les gens se disent, quand ils ont ramené les croissants 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour l'assembler, ça coûte cher quand même. Avant d'aller au bout, déjà pour 30 € de croissant, je dis, demain, je vais ranger bien silencieusement mon téléphone dans la poche, et après, on n'entend plus parler. On est obligé de recourir, vous voyez, un petit peu à ce genre de... Parce qu'en fait, on n'est pas capable, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, on n'est pas capable
d'appliquer clairement, de dire non, il y a une règle, on ne... Mais ça n'est plus. Voilà. ça Parce n'a qu'on va plus passer pour de- un vieux ringard. Ça n'a plus de reconnaissance collective, c'est Voilà. ça le problème. Voilà, voilà. Alors du coup, il faut Donc, trouver des on, trucs. voilà, donc on est obligé de... Et derrière l'autre, justement, qui était là, le responsable vie scolaire, parce qu'on ne les laisse pas seuls, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait on le signale ou tu veux le signaler ou pas? J'ai dit écoute, on attend, on va voir si elle fait des excuses ou pas. Je lui ai dit on va pas en faire. Mais pareil, il était dans le doute. Il me dit bon, je lui ai dit non, c'est la deuxième fois, on va pas en faire un. Mais Enfin, ce que je trouve intéressant de ce que vous dites, c'est que vous avez quand même, vous avez l'impression que au revoir, bonjour, merci, tout ça, ça revient. Ça, c'est oui, pas mal. oui, Si c'est le cas, c'est pas oui, mal. oui, si, vraiment, hein, vraiment. Mais ils sont pas tout petits. Non, ils sont grands, ils viennent d'avoir le bac. Ah, c'est ça. Ils viennent d'avoir le On bac, parle des gens mais, tout petits. mais ça avait disparu, Mhm. effectivement, et ça revient vraiment, et c'est fort agréable d'ailleurs, parce que ça change les rapports humains aussi, ils tiennent la porte aussi. Non, il y a quelque chose Ça, qui s'améliore depuis 5-6 ans, là, nettement. Donc tout n'est pas désespéré. C'est peut-être aussi la question du biais que vous avez choisi, Jean-Pierre Lebrun, c'est-à-dire la clinique, qui vous donne comme ça un focus, vous portez un focus sur des situations particulières, particulièrement peut-être fragilisées, de souffrance. Et en tant que psychosociologue, je suis toujours assez prudent quant à quelque chose qui serait assez globalisant et qui viendrait mettre en perspective des spectres qui seraient menaçants quant à l'avenir de la société. Et c'est au fond comment, effectivement, réfléchir cette question-là de la limite, de l'autorité, peut-être avec des approches différentes, parce que, à ma connaissance, mais peut-être qu'il m'a manqué quelque chose dans ma recherche de littérature, je n'ai pas perçu des études scientifiques qui participent à objectiver un certain nombre de phénomènes que vous avez signalés. Non pas que je ne les reconnais pas, mais ceci dit, effectivement, allons-nous réellement vers la catastrophe, vers effectivement une génération qui serait complètement déshumanisée, puisque vous utilisez un terme assez fort qui serait crime contre l'humanisation, voire désocialisée, alors que effectivement nous sommes peut-être dans ces processus-là de transformation des socialisations et du rapport effectivement à l'autre. Si je prends l'exemple qui a été cité par Florence, vous avez un gars qui s'appelle Goffman, qui est décédé, un sociologue d'origine canadienne, qui a enseigné aux États-Unis, qui utilise des questions de mise en scène de la vie quotidienne, qui a beaucoup réfléchi sur les interactions sociales et la question de perdre la face dans les rapports de force. Ça pourrait être une lecture qui met en perspective effectivement cette confrontation-là. Est-ce que c'est uniquement de l'impolitesse? Est-ce que c'est uniquement un ratage dans le travail d'humanisation et de socialisation pour qu'à un moment donné, cette jeune femme se permette effectivement d'être effrontée vis-à-vis de l'autorité? Ceci dit, je pense que comme Florence, nous sommes dans des mises en scène de l'enseignement qui ne sont plus les mises en scène très solides, stables, qui ont été celles auxquelles nous avons été confrontés en tant qu'élèves, apprentis, étudiants, etc. Et moi je trouve assez intéressant ce rapport à la négociation, au fond, par rapport à la question du téléphone portable, de l'ordinateur, etc. Et c'est peut-être quelque chose, mais là c'est une hypothèse, hein, ce travail de réintroduire des principes de réalité dans des états de confusion, c'est-à-dire où on pense qu'on est ailleurs que dans une salle de classe ou dans un lieu d'enseignement, et c'est peut-être là, en tout cas moi, qui me semble utile en tant qu'intervenant auprès d'adultes en formation, de réfléchir comment signifier que le fait d'être ensemble au même moment
participe de, c'est-à-dire de, comme vous l'avez très bien dit, hein, user du langage pour tenter d'amener quelque chose qui est de l'ordre du symbolique, mais également des principes de réalité. C'est-à-dire que dans cet espace-là, effectivement, on ne va pas ni baiser, ni s'entuber, ni manger comme on veut, etc., etc. Et là, il y a un réel défi en termes de socialisation. J'ai utilisé des mots un peu crus, qui mettent en lumière, effectivement, parfois, des états de confusion. Alors, est-ce qu'ils sont, effectivement, comment dire, provoqués par des formes de retrait, de démission, de dévitalisation, comment dire, des positions parentales dans la famille, pourquoi pas? Et c'est pour ça que je n'ai peut-être pas assez insisté, la distinction entre socialisation et humanisation. Parce qu'il n'y a pas de socialisation si l'humanisation n'est pas en place. Ça ne marche pas. Ce qui ne veut pas dire que, pour certains, qui ont quand même un minimum d'humanisation qui s'est quand même passé, la confrontation à la vie concrète va les aider à affirmer les choses qui doivent. Ça, c'est pas donc un verdict négatif d'emblée, mais moi je suis quand même sensible, parce qu'une série de gens aujourd'hui sont en grande difficulté avec, et se croient véritablement très proches de, par exemple, une négociation, alors qu'ils ne négocient pas du tout. Ils veulent simplement revendiquer leur propre légitimité à eux. Donc c'est toute une autre dynamique de faire ça. Et dans la négociation, l'ennui, c'est que si vous n'avez pas inscrit ça au niveau de la subjectivité individuelle, vous avez au niveau du collectif un fonctionnement qui s'avère tout à fait compliqué. Et je pense qu'on ne peut quand même pas s'empêcher non plus au niveau de... Je veux bien vous suivre dans les choses que vous amenez là, mais je trouve quand même aussi que c'est d'ailleurs un des prochains, si j'arrive encore à en faire un ou deux, comme ça m'apporte beaucoup. Nous avons des conditions incontournables pour ce que exige une société humaine. Une société qui balaye l'altérité, l'autorité, l'antériorité, ce n'est pas pensable. Ça ne va pas marcher. Il faut qu'elle le redistribue autrement, il faut qu'elle le redonne. Mais il y a des choses, les places différentes, comme aujourd'hui par exemple, qui sont tout systématiquement qualifiées de domination. Mais, pardonnez-moi, mais la domination, elle n'est pas que masculine. Hein. Elle l'a été, d'accord. Mais la domination, elle est dans le fait qu'il y a un locuteur et un auditeur. Le locuteur domine l'auditeur. Hein. Alors vous allez faire quoi? Comment vous réglez ça? Si vous n'arrivez pas à réguler ça autrement. Alors bien sûr, quand on s'oppose à la domination masculine, on peut très bien comprendre qu'il y a une légitimité à faire ça. Mais l'erreur, c'est de penser qu'on se libère de la domination du coup. Non, la domination, elle est toujours là. Elle sera toujours là. Elle pourra se faire entre des femmes, des hommes, aucune... Parce qu'elle est inscrite dans la langue, il y a une dissymétrie. Foucault disait le pouvoir, c'est le socle mouvant des rapports de force. C'était la définition qu'il donnait du pouvoir. Et ça passe évidemment par des principes de domination. Mais moi, il y a une chose que ça rejoint un peu pour insister sur le contexte. Il y a un terme auquel j'étais sensible. Vous utilisez le terme de limite. Mais en vous écoutant, je me disais, je me demandais en fait si ça ne serait pas aussi intéressant d'inclure une notion qui pour moi est moins vague que la notion de limite à définir, qui est la notion de bord. De bord. Vraiment pour décrire une chose assez simple, c'est qu'il n'y a pas de forme sans bord. Et que lorsqu'on parle d'une chose informe, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à déterminer les bords. La boue est par analogie l'informe, et la boue c'est proprement ce qui... La boue a des bords, mais on ne parvient pas à les définir. Même mathématiquement, le terme de bord, on est très intéressé par la boue parce que ça pose une énigme géométrique.
j'ai l'impression qu'on vit dans une époque qui passe certainement par les écrans, peut-être par le fait qu'il y a plus d'images que de réalité, quelque part. J'ai l'impression qu'on est dans une époque, pour aller dans votre sens, qui est en train de redéterminer des bords à des choses qui deviennent proprement informes. Pas nécessairement pour disparaître. Je suis tout à fait inquiet de beaucoup de choses. C'est pas très optimiste ce que je dis, mais le fait qu'une chose se reforme peut être aussi porteuse d'amélioration. Moi, j'y crois assez fort à ça. C'est valable pour le corps, par exemple. Vous parliez, on pourrait dire, les machines audiovisuelles que nous sommes depuis les débuts, en passant par la technologie du dessin, puis la technologie de l'écriture, puis la technologie de l'ordinateur, ont aussi modifié les bords de nos enveloppes. Et ce qui se passe avec l'Internet aujourd'hui, sans rentrer dans les considérations de la Silicon Valley et de ses fantasmes d'augmenter, etc. Mais ce qui se passe aujourd'hui en termes de bord pour nos organismes est encore assez tâtonnant. Enfin, comment s'approprier cette civilisation qui est plus sur des écrans que sur du réel, même si la réalité ne disparaîtra jamais. Mais je voulais juste introduire cette notion de bord. Moi, je suis peintre, donc je suis plasticien. C'est des choses qui me passionnent. Et je trouve que ça a des résonances aussi dans ce qui s'est dit jusqu'à maintenant là, enfin pour tout le monde. Ça résonne pour moi tout à fait cette question de bord, parce qu'il m'arrive souvent de dire à un patient que pour lui le trou c'est quelque chose qui est abyssal. Il est abyssal s'il n'y a pas eu de bord, justement, c'est vrai, c'est comme ça, mais c'est à ça qu'il faut travailler, c'est à le border. On ne va pas supprimer le trou, on ne va pas le boucher non plus d'ailleurs, mais on peut le border. Du coup, ça permet de fonctionner autrement. Donc je suis tout à fait. Le terme de bord me semble tout à fait bienvenu. Oui. Comment allez-vous faire? Comment va-t-on faire? Comment faites-vous pour ne pas vous faire taxer de réactionnaire, facho? Le terme d'autorité, moi je l'entends. Hein. Et puis le patriarcat, etc. Parce qu'effectivement, il était nécessaire de réviser tout ça. Mais quel mot peut-on faire entendre maintenant? Je ne sais pas, c'est une grosse question. Bah, oui. Mais je me dis personnellement, j'ai résolu la question en disant que, vieux comme je l'étais de toute façon, j'allais au moins dire ce que je pense jusqu'au bout. Si j'étais taxé de réactionnaire, de réac, de machin, tant pis. Mais je pense pour les... Parce qu'on n'ose plus le dire. Pour les générations futures, comment on peut leur expliquer qu'il y a nécessité de cette humanisation, de cette limite, sans convoquer les vieilles choses? Mais c'est là que... dire t'es facho, t'es autoritaire, t'es limitant. C'est quand même là qu'à mon avis, la psychanalyse, en particulier lacanienne, donne un outil précieux. À savoir qu'au fond, la fonction paternelle et toutes ces choses-là qu'on a étudiées, que Freud a étudiées, le Deep et compagnie, tout ça, ce ne sont que des choses qui relèvent de ce que nous sommes des êtres parlants. Il y a des lois du langage. Et celles-là, elles ne sont pas d'office qui fait équivaloir avec l'autorité paternelle et tout le patriarcal encore moins. Tout ça, voilà. Le langage est là et il nous importe. J'en ai beaucoup plus expliqué que ce que j'ai dit aujourd'hui dans le livre, parce que j'ai voulu reprendre ce point-là de manière très précise pour montrer qu'il y a des conséquences. À la nomination, il y a des conséquences. J'en ai parlé un peu, l'interdit de l'inceste, il y a des conséquences. Voilà, tout ça, c'est ça. Mais ce sont des choses qui ne sont pas au service de quiconque. C'est au service de la condition humaine comme telle.
Encore faut-il que ce langage ne soit pas perverti. Moi, je dis une novlangue, vous dites un novlangue, qui soit ramené à un système binaire. Qu'il ne soit pas. Ramener à un système binaire. Oui. Parce que dans votre livre, Un monde sans limite, vous en parlez longuement de cette histoire de novlangue. Comment on pervertit le langage en ce moment? Mais c'est intéressant parce que la novlangue, oui. On a traduit récemment le terme le terme anglais de Orwell, plus par novlangue, mais par néo-parler, dans la nouvelle traduction. Au début, ça m'a irrité, et au fond, après coup, je me suis dit, non, c'est pas mal du tout ça. La novlangue, c'est une langue construite, avec des signes, avec des termes particuliers. Tandis que le néo-parler, c'est la manière même de parler qui change. Et c'est tout à fait juste. Je crois que c'est la manière de parler qui change. Parce que le discours de communication, tout ce qu'on entend, tout ça, c'est une parole qui n'a pas, donne pas sa place à la perte, qui ne donne pas sa place au trou. Ça remplit tout le temps. Donc c'est vraiment un néo-parler qui est en train d'émerger. Plus encore qu'une novlangue. C'est juste, je crois. Je repense à ce que vous dites sur les grands-parents, là. Viens dire bonjour, par exemple. Hein. Moi, qu'on a tous connu, etc. Demander à l'enfant de venir saluer quand quelqu'un arrive dans la maison et de venir dire au revoir. Je ne sais pas si ça se pratique toujours, mais il me semble que c'est assez difficile. Il y a encore des parents qui le font, mais c'est vrai que c'est sûrement très structurant. Mais voilà, avec... c'est pas seulement peut-être venir dire bonjour et venir dire au revoir, c'est peut-être aussi inclure l'enfant dans ce qui se passe, le déscotcher de sa tablette, etc. Donc c'est complexe et ça rejoint Enfin, voilà, moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, ça, parce qu'effectivement on revient à 0-3 ans, quoi. Et je vois dans ma propre famille, ça demande un effort. Ceux qui le font, je vois qu'ils sont limite dans le combat, quoi. Viens dire bonjour. Et c'est compliqué. Et viens dire au revoir. Oui, elles sont pas bons, il y a de la barbe. Ça a toujours été compliqué, mais là, ça devient vraiment très compliqué, il me semble. J'ai entendu. C'était une blague que j'ai faite.